Et donc bonsoir à toutes et à tous, si certains hommes nous regardent en replay. Bienvenue dans cette rencontre autour du burn-out qu'on a co-organisé avec Angélique. On va se présenter toutes les deux. En tout cas, merci beaucoup de votre présence sur ce thème. C'est un thème qui nous tient à cœur toutes les deux, donc on est vraiment contente de pouvoir faire cette toute première masterclass en visio pour vous. On vous invite à la partager toutes les personnes chez qui qui pourraient avoir besoin d'entendre tout ce qu'on va dire ce soir, tout ce qu'on va partager. Et puis également, peut-être vous le verrez à la fin, pourquoi pas pratiquer les petits exercices qu'on vous propose. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle donc Charlène Cavré, je suis olfactothérapeute, donc je travaille avec les odeurs et les vibrations des huiles essentielles pour venir libérer les nœuds du passé qui viennent un petit peu nous embêter dans notre présent. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller disrupter le mental grâce au sens de l'odorat pour travailler en douceur sur de la libération émotionnelle. Aujourd'hui, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont un système nerveux, on va dire, endommagé, qui a trop souffert de par leurs expériences de vie, de par plein de choses différentes, diverses et variées. Et également, je me suis spécialisée autour du deuil, puisque en 2022, j'ai perdu une petite fille. Et donc, cette expérience de vie m'a fait aussi me spécialiser autour de ce thème qui revient régulièrement en séance d'olfactothérapie et qui est pas toujours traité, on va dire, chez pas mal de personnes parce qu'il n'y a pas l'accompagnement nécessaire ou la compréhension. Voilà pour moi, Angélique, je te laisse la main pour faire ta présentation également. Donc moi c'est Angélique, je suis socio-esthéticienne et en fait donc la socio-esthétique ça va être d'apporter des soins esthétiques donc pour des personnes qui sont fragilisées par la maladie, par le vieillissement, le handicap, tout ce qui va être problèmes aussi sociaux. Et grâce à les outils de l'esthétique, je vais pouvoir leur apporter le regagner de la confiance, de l'estime de soi. Donc je me suis installée en cabinet maison de santé de Beauvais-sur-Matha, en Charente-Maritime. Ça va faire bientôt 1 an maintenant. Voilà. Donc là, ce soir, on va parler burn-out. Mais bon, pour bien comprendre le comment on en arrive là, il y a donc le stress, le mécanisme du stress. On va parler en fait le stress, qu'est-ce que c'est? C'est surtout un phénomène qui vient perturber l'organisme et selon le ressenti, va pouvoir agir, en fait ça va agir sur le corps et s'adapter le corps va essayer de s'adapter à ce stress. Et le stress, il y en a deux sortes qui existent. Ça va être le stress plutôt positif qui est ponctuel et le stress négatif, donc le stress chronique, celui qui amène au burn-out. Voilà. Le burn-out, c'est la différence entre, souvent de fois aussi on va parler de dépression et les différences quelquefois c'est un peu flou. Donc ça va puis les symptômes aussi se ressemblent et ils peuvent coexister aussi. Voilà. Dans les chiffres, donc il y a 3 millions de personnes en France qui sont touchées par le burn-out. C'est 7 sur 10 salariés au travail, 18%.
qui affirment avoir été touchés par ça, ce qui est quand même assez énorme. J'ai les chiffres aussi, alors hommes et femmes. Alors, les femmes sont plus touchées par le burn-out parce que je pense qu'il y a aussi la charge mentale qui vient avec, il y a toutes les gestions du quotidien, tout ça s'accumule. Un trop-plein d'émotions, des fois, qui sont, des fois, on n'en peut plus, quoi. Donc, et on a du mal à tout gérer, souvent de fois. Et puis, j'avais quelques chiffres aussi qui sont assez intéressants parce qu'il y a 16%, oui, des 30-49 ans, 30 ans, 49 ans, 16% qui sont touchés par ça. Et les jeunes, 15 à 30 ans, 11,6% aussi qui sont touchés. Donc, ça commence plutôt jeune, hein, quand même. Et si je peux aussi ajouter, ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, parce que ça, ce sont des chiffres officiels. Donc, vous imaginez bien que toutes les personnes qui ont fait un burn-out n'ont pas été sondées, ou toutes les personnes qui vivent un burn-out ne sont pas sondées, etc. Donc, c'est assez hallucinant. De toute façon, on le voit bien aussi aujourd'hui. Alors, même si concrètement, il ne se passe pas grand-chose, mais l'État français a quand même mis un petit peu de communication, on va dire, dans la santé mentale et notamment la santé mentale des jeunes. Et c'est pas pour rien quand on voit ces chiffres. Donc, merci de nous partager ces chiffres, Angélique, parce que c'est révélateur et à la fois, je pense que c'est encore loin de la réalité, finalement. Ouais, oui, oui. Et ouais, c'est grande cause nationale, même l'année dernière, enfin depuis peut-être maintenant 2 ans, sur la santé mentale. Il y a beaucoup de sportifs aussi qui en parlent. Alors, le burn-out, comment il arrive? Les origines, souvent de fois, ça va être le travail. Là aussi, hein, j'avais des petites notes sur au niveau des catégories de métiers. Les plus touchés, ça va être les agriculteurs. En deuxième, on va avoir les artisans, les commerçants, chefs d'entreprise. Et en troisième, ça va être plutôt les cadres et les intellectuels. Les intellectuels. Donc voilà. Ça va être aussi un stress, le stress chronique, du coup, je vous parlais tout à l'heure. La pression, le manque de repos aussi. Souvent de fois, la personne va ressentir de la fatigue, hein, c'est vraiment de l'épuisement, sensation de vide, ce qui va ressembler aussi avec la dépression. Donc, l'évolution des symptômes, en fait, vont s'améliorer, en fait, oui, avec souvent de fois, on est en arrêt de travail, hein, donc on s'éloigne de la source de stress. Et puis, cibler aussi un peu ce qui nous met en échec, en grosse fatigue, hein, en surménage. Et après, donc les humeurs, ça va jouer aussi, oui, sur les humeurs. La personne veut aller mieux, mais n'en a plus l'énergie. Voilà, c'est ça. Les batteries sont vidées. Et la dépression, on va plus parler de troubles d'humeur global. Ça va être c'est vraiment sur du long terme. Les facteurs vont être biologiques, psychologiques et sociaux. Vraiment, ça va être des traitements sur du long terme. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. C'est un peu plus. Puis des fois, il y a des personnes qui peuvent effectivement avoir aussi le burn-out qui vient avec la dépression. Les personnes, voilà, profonde tristesse, le vide, toujours la culpabilité aussi, se dévaloriser. Donc l'état va persister avec du repos, même avec le repos, pardon, c'est le contraire. Même partir en vacances, se reposer, des fois ça suffit pas.
on a quand même cette tristesse, cette fatigue qui est là, qui persiste. Et puis le mal-être, hein, voilà, c'est un peu le récap un peu de ce que je vous ai dit. Le burn-out, c'est une réaction d'épuisement. La dépression, c'est plutôt une maladie de l'humeur. Et les deux sont réelles, elles sont légitimes et elles se soignent. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a des solutions qu'on peut mettre en place pour vraiment se sentir mieux et regagner de la confiance, de l'estime, de reprendre du poil de la bête, comme on dit. Et effectivement, c'est hyper important de cette phrase que les deux sont réels, légitimes, parce que bien souvent, les personnes, et alors souvent les femmes, n'ont pas conscience en fait d'être sur un burn-in, sur un burn-out imminent, parce que parfois, tout simplement, on va vous l'expliquer, mais leurs symptômes ne sont pas expliqués. Alors ça va mieux maintenant, mais il y a eu un temps une certaine aussi errance médicale par rapport au burn-in, au burn-out, où voilà, on disait reposez-vous, prenez de la vitamine et ça ira mieux, quoi. Ou prenez des antidépresseurs. Donc c'est vrai que c'est important de dire que c'est réel. Je te laisse poursuivre sur les hormones. Tout à fait. Donc au niveau biologique, quand on est en burn-out, du coup, les hormones vont venir un peu il va y avoir un dérèglement. Voilà, je cherchais les mots. Donc, quand on est en état de stress, les glandes surrénales vont produire du cortisol. Le cortisol, ça va aider, à un moment, ça aide à faire face au stress. Et une fois que le stress est passé, il va redescendre. Mais quand on est toujours dans cette phase de stress chronique, en surmenage et dans l'extrême fatigue à long terme, le cortisol, en fait, est toujours redescend pas. Si jamais tout n'est pas clair dans ce que je dis, faut pas hésiter à me poser des questions. Donc voilà, donc soit en fait le cortisol est trop élevé, en permanence, comme je vous disais, soit il est anormalement bas. Et après, donc il y a l'épuisement. Voilà, fatigue profonde, trouble de la mémoire, de la concentration, la fatigue, trouble du sommeil, et le système immunitaire aussi qui a affaibli. Et je voudrais juste rajouter par rapport au cortisol qu'il ne faut pas, tu l'as très bien expliqué, mais c'est vrai que c'est important de ne pas le diaboliser. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, beaucoup de posts, attention, cortisol, cortisol, mais comme l'a dit Angélique, à la base, c'est-à-dire c'est une hormone qu'on produit naturellement. Et quand on a un système nerveux régulé, c'est hyper important de produire du cortisol, puisque comme elle l'a bien expliqué, quand le cortisol est trop bas, c'est aussi pas bon en fait. Donc on a vraiment besoin de trouver cet équilibre-là. Donc il ne faut pas se perdre dans non plus diaboliser le cortisol. Le cortisol est nécessaire, mais c'est comme tout. Il faut qu'il soit dans des proportions normales et pas d'un extrême à l'autre. Donc je le redis quand même parce que c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on pense que le cortisol n'est pas utile, etc. D'ailleurs, tu vas approfondir dessus. Oui, le cortisol, il va favoriser la récupération de l'organisme. La fréquence cardiaque va se relâcher, la respiration aussi va retrouver son rythme normal. Alors que quand justement le cortisol est trop élevé, les effets vont être toxiques à long terme. Donc voilà, perturber l'hippocampe, donc c'est ce qui joue sur la mémoire, les émotions aussi, empêcher le cerveau de récupérer et bloquer certaines hormones qui vont être utiles. Donc c'est pour ça que du coup le repos ne suffit pas au début. Il faut faire d'autres exercices. Et puis surtout, ça peut aussi perturber pas mal le sommeil. Moi, j'ai vécu un burn-out et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant au niveau de la mémoire ce qui se passe. En fait, le cerveau est presque en bug tellement c'est compliqué à gérer, etc. Et ça, c'est vrai que moi, personnellement, on m'a jamais parlé de mon taux de cortisol qui était potentiellement trop élevé, en tout cas au niveau médical.
Et c'est vrai que c'est ça, on essaie de se reposer, mais souvent même c'est difficile de se reposer avec le cortisol parce que finalement, il y a le mental qui vient en boucle, etc. Donc c'est vrai que ça peut être aussi quelques signes, bien que ce ne sont pas un diagnostic médical, hein, c'est pas du tout ça qu'on propose ce soir. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous avez des signes de mémoire un petit peu perdus alors que vous êtes, vous n'avez jamais eu de problème de mémoire, etc., que vous avez l'impression de jamais récupérer et que vous avez du mal à vous reposer, etc., ça peut être intéressant effectivement de s'intéresser à ce fameux taux de cortisol qui serait peut-être trop élevé par rapport à votre taux de stress, justement. Ouais. Des fois, ouais, on va s'endormir tranquillement. On se dit, tiens, chouette, le sommeil arrive. Et puis, on se réveille en pleine nuit. Et puis là, c'est le réveil sur 2 heures, 3 heures d'affilée. C'est très compliqué après à se rendormir. La gestion, un peu, justement, le rapport avec les hormones et puis les émotions. J'ai donc la dopamine qui va être plus sur la joie, ça va être l'esprit d'entreprise, la bonne humeur, la motivation, le désir aussi sexuel, ça va être la dopamine. On va la retrouver aussi dans la neurodrénaline. C'est ce qui facilite la facilitation émotionnelle de la mémorisation. Ah oui, mais la vigilance aussi. Que je reprenne un peu, oui, sur le système. Et puis, qu'est-ce que l'adrénaline aussi, ça va être la colère. Le cortisol, c'est la peur. Et la sérotonine, ça va être sur la tristesse, ça va jouer. Voilà. Et l'idée au niveau des émotions, c'est qu'une émotion, c'est vraiment une réaction physiologique en fait. C'est pas juste dans la tête, oh, tiens, avec mon mental, je ressens de la tristesse. Non, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le corps. Et il faut savoir aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup étudié en somatique, que quand une émotion est réprimée, c'est-à-dire qu'elle est non exprimée, elle vient s'imprimer dans le corps. Donc en fait, l'émotion, elle reste bloquée. Et donc, ça peut créer des tensions musculaires, des troubles digestifs, justement encore une fois de l'insomnie, des pensées répétitives qui viennent nous embêter, des douleurs à des endroits où on se dit mais je sais pas, j'ai jamais eu mal au genou, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la somatique. Et donc il y a des travaux énormes qui ont été réalisés. Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé ce thème. L'un des plus connus est Jacques Martel. On a aussi une femme qui s'appelle Christine Berkland qui a beaucoup travaillé aussi, qui a fait toute une bible aussi sur la somatique et du coup, les conséquences en fait de ces énergies, de ces émotions bloquées au niveau du corps. Donc c'est vraiment passionnant. Oui. Il y a la médecine chinoise aussi s'en intéresse énormément, avec les massages du ventre, la réflexologie plantaire, le shiatsu, tout ça, c'est... Les heures de réveil aussi, la nuit. Oui, c'est très, très intéressant. Donc les hormones de l'humeur vont diminuer. Donc la sérotonine, du coup, pour la stabilité émotionnelle. Donc ça va provoquer de la tristesse, ruminer, les troubles du sommeil, l'anxiété. La dopamine, va diminuer sur la perte d'envie, l'absence de plaisir, difficulté à se projeter. La noradrénaline, ça va être sur l'énergie, plus d'énergie, agitation. Qu'est-ce que j'avais? Baisse de capacité, oui, sur la mémoire, la concentration, dépression, la baisse de la libido et la mélatonine. Donc, ça va être surtout la perturbation sur le sommeil, la difficulté à s'endormir, les réveils nocturnes et les réveils non réparateurs. Des fois, on a un sommeil vraiment très léger, mais
Du coup, on perd toute cette énergie, on est épuisé et voilà. Et en fait, là, on a un cercle vicieux qui se met en place sur, comme on ne dort plus, les hormones ne sont plus régulées correctement. Enfin, c'est voilà. La thyroïde aussi va être impactée. Nous avons toujours sur la fatigue, le ralentissement, et puis on va avoir froid aussi. L'estomac, les inflammations, ouais, les substances perturbent les neurotransmetteurs. Le mal, ça va entretenir du coup la fatigue et le mal-être. Et donc, ce qui est à retenir, c'est voilà, ce n'est pas dans la tête, c'est vraiment biologique. C'est un processus et non un état. Le corps est passé en mode survie prolongée et la récupération demande du temps, de la sécurité et parfois même un accompagnement. C'est vraiment important d'être accompagné par des professionnels et de ne pas rester seul, en fait. Ouais, et puis c'est aussi important de comprendre, comme tu le disais si bien, que c'est vraiment un processus, et parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui disent oui, non, mais c'est dans ma tête, etc. Non, non, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du système nerveux. Et ça, pareil, il y a énormément de recherches sur le sujet. Enfin voilà, c'est pas un effet de mode, hein, c'est quelque chose qui est étudié depuis très longtemps. Et donc, comment ça fonctionne, ce fameux système nerveux? J'en ai un petit peu parlé au départ. Donc, c'est quelque chose d'automatique, hein, c'est vraiment sans contrôle conscient, c'est pas quelque chose qu'on va mentaliser. Et donc, on retrouve deux branches principales au niveau du système nerveux. On a le système sympathique, donc c'est celui qui va venir accélérer les choses, donc qui va venir notamment produire du cortisol, hein, dans le but de se mettre en action, d'être dans la fuite, dans le combat. Donc là, ce système nerveux, il est vraiment vieux, hein, ça date aussi des hommes préhistoriques, quand ils devaient se speeder pour courir après un animal, le système nerveux sympathique se mettait en route. Et puis, la deuxième branche, c'est le système parasympathique. Donc celui-là, c'est celui-là qui va plutôt freiner, qui va se mettre au repos. C'est notamment celui-là qui s'active quand on va digérer nos aliments, qui va nous apporter de la régénération et de la sécurité. Donc notre système nerveux, en fait, si vous voulez, c'est comme si vous imaginiez une ligne comme ça. Donc il est comme ça, hein, tout le temps. Et puis, hop, il y a un danger. Un danger. Alors, ce qui est très intéressant avec le système nerveux, c'est que s'il y a un vrai danger, il va produire du cortisol et il va se mettre en action, etc. Et s'il y a un danger qu'on appelle un danger perçu, c'est-à-dire, je me dis, oh là là, demain je prends l'avion, imagine l'avion, il se crache. Et bien le système nerveux, il s'active exactement de la même manière qu'un vrai danger. Donc ça, c'est hyper important à savoir parce que danger réel, danger perçu, ça fonctionne de la même manière. Donc à chaque fois qu'on se stresse pour des trucs qu'on imagine dans notre tête, c'est comme si on allait devoir fuir un animal sauvage qui était prêt à nous tuer. Donc imaginez la puissance du système nerveux. Donc il a besoin de répétition, de douceur et de sécurité, ce système nerveux, pour fonctionner correctement. D'accord? S'il est effectivement bloqué en sympathique, il va être tout le temps sur le cortisol, il n'arrive plus à repasser en parasympathique. Un système nerveux normal, il passe de l'un à l'autre et c'est complètement normal. Le but, c'est pas de ne pas être en sympathique ou de ne pas être en parasympathique. On a naturellement les deux qui doivent justement s'équilibrer. Donc, c'est ce que je disais. Si on reste en hyperactivation, donc en sympathique tout le temps, on va ressentir de l'anxiété, énormément d'agitation, les troubles de l'insomnie, des tensions dans le corps, un stress permanent, une hypervigilance en fait, tout le temps aux aguets, etc. On ne se sent jamais serein. Et si le système nerveux reste bloqué en parasympathique, donc en inhibition, on va se sentir constamment fatigué, on aura besoin de s'isoler, de dormir beaucoup, on va effectivement sentir aussi les symptômes de la dépression, on peut avoir des blocages émotionnels, c'est-à-dire soit pleurer tout le temps, soit ou pleurer pour tout et rien, comme on dit, ou soit carrément plus du tout ressentir d'émotions. Donc après, bon, c'est vraiment dans les grandes lignes, hein, parce que le système nerveux, c'est pas aussi simple, mais là, je vous le vulgarise au maximum.
Donc, un système nerveux équilibré, ça nous donne forcément une meilleure santé physique, émotionnelle, relationnelle et mentale aussi. Et la régulation, elle va être possible grâce à un retour au corps, grâce à un retour à la sécurité. Et pour ça, on va utiliser des outils très simples comme la respiration. C'est un des premiers outils, je pense, qu'il faut apprendre à respirer, parce que c'est aussi quelque chose qu'on fait de manière automatique, mais quand on respire aussi de façon consciente, on peut vraiment ramener de la sécurité. On va notamment travailler avec notre nerf vague, qui est un très grand nerf. Le mouvement aussi va aider à la régulation, le mouvement en extérieur, les odeurs, la pleine conscience, ancrée, etc. On vous parlera un petit peu des rituels un petit peu plus tard. Donc ce soir, j'avais aussi envie de vous faire le lien forcément avec l'olfactothérapie et les huiles essentielles, puisque c'est mon expertise aujourd'hui. Donc pourquoi ça va être intéressant en fait de justement travailler avec des odeurs quand on veut réguler son système nerveux et quand on veut un peu se sentir mieux quand on traverse des phases de burn-in ou de burn-out. En fait, il faut savoir que les odeurs, elles agissent directement sur notre système limbique. Donc, notre système limbique, c'est vraiment notre cerveau émotionnel, c'est le siège de notre inconscient. C'est vraiment la mémoire à long terme aussi. Il y a beaucoup d'études scientifiques sur notamment la maladie d'Alzheimer et ils ont remarqué qu'en faisant sentir des odeurs à ces patients atteints de la maladie, en fait, les personnes arrivaient à décrire des souvenirs très très précis de quand ils avaient 9-10 ans, sortir des adresses, des noms, des prénoms, des noms de famille, etc., des souvenirs très très précis, alors qu'ils ne se rappelaient pas de qui étaient leurs enfants quand ils venaient les voir. Donc c'est à ce moment-là que les scientifiques aussi se sont intéressés au fait qu'effectivement, notre odorat était intimement lié à ce cerveau-là, et non pas à tout ce qui est cortex préfrontal avec l'hypothalamus, etc., où là, on est plutôt sur l'étiquetage. Vous voyez, par exemple, sur un autre sens, si je touche quelque chose, dans mon cerveau, ça dit « Ok, c'est dur, c'est froid, c'est lisse ». Et après, voilà, il ne va pas tout de suite se toucher et dire « table », voir une table. Il va se dire « Ok, c'est froid, c'est dur », il met des étiquettes, il fait un chemin. Avec le cerveau limbique, c'est en général immédiat. C'est vraiment le seul qui a un lien direct. Donc ça, c'est hyper intéressant. Les huiles essentielles, au niveau olfactif, elles n'agissent pas comme en aromathérapie classique. Elles vont avoir des effets divers et variés parce qu'elles ont toutes des molécules chimiques naturelles qui vont venir soutenir une émotion. Donc, par exemple, les agrumes, ça va être plutôt pour des émotions, voilà, je me sens découragée, bouleversée, morose. Donc, on va pouvoir utiliser les agrumes en olfaction pour ramener de la joie, pour ramener un peu de motivation, etc. Les épices, voilà, ça va être plutôt l'indifférence, ça va ramener du peps, ça va ramener un peu du piquant. Il y a des expressions aussi de la langue française, c'est intéressant à associer. Les plantes, ça va être plutôt pour les personnes qui vont être insatisfaites, en colère, etc. Et beaucoup aussi dans la rumination. Donc ça va aider à ramener de la clarté. Tout ce qui va être arbre, donc ça va être, par exemple, je pense au cèdre de l'Atlas, qu'aux Pays-Bas, etc. Ça va être pour les émotions un petit peu plus difficiles, un peu moins agréables à vivre, comme le deuil, la tristesse, la honte, etc. Et ça va venir nous ramener. Voilà, l'anxiété aussi, ça va venir travailler là-dessus. Les fleurs, on est plutôt sur le côté blessé, l'inquiétude, la crainte, etc. Et on vient travailler au niveau du cœur. On vient ouvrir un petit peu, rassurer, ramener de la douceur. Et tout ce qui va être menthe, odeur, alors c'est pas que la menthe, c'est les odeurs un peu camphrées, etc. On va venir travailler aussi sur l'anxiété, le manque d'assurance, et ça aussi, ça va venir rassurer le mental. Donc, chaque famille d'odeurs a un petit peu son émotion. Alors là, c'est très condensé, il n'y a pas que ça, mais c'est pour vous donner un aperçu. Donc, on va avoir des odeurs qui vont vraiment venir apaiser, donc qui vont activer le système nerveux parasympathique. Et on a des odeurs qui vont venir plutôt dynamiser, donc qui vont faire une stimulation douce du système nerveux. Et le but de tout ça, c'est vraiment de rééquilibrer au niveau émotionnel.
Donc, quelques rituels pour voilà, vous apaiser un petit peu si vous ressentez ces symptômes. Parce que comme on le disait, hein, un burn-out, c'est vraiment tout s'effondre. Il y a énormément de personnes qui sont sur le burn-in, donc on vous a parlé de tous ces symptômes-là. Afin de ne pas glisser vers le burn-out, parce que c'est quand même quelque chose, c'est très dur de s'en remettre, ça prend souvent beaucoup de temps hein, quand on va chez le médecin. Voilà, c'est pas 2-3 mois d'arrêt maladie, hein, on est plutôt sur 1 année, voire 2 avant de s'en remettre. Donc, c'est énorme en fait, ça vient vraiment nous chercher loin, surtout si on n'est pas accompagné. Donc, quelques rituels, ça va être tout simplement une petite marche d'orientation. Donc, vous voyez, ça prend vraiment pas longtemps, ça prend 10 minutes. Moi, je propose de la faire en respirant une huile essentielle, parce qu'on va venir justement, encore une fois, activer, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le système sympathique ou venir dynamiser. Et le but, c'est de marcher lentement et d'observer autour de soi et de venir donner de la sécurité dans notre cerveau. Donc, on va repérer 5 choses qu'on voit, 5 choses qu'on peut toucher, 3 sons, 2 odeurs et une sensation dans le corps. Et l'idée, c'est de venir travailler avec la respiration. Et en fait, ça va vraiment nous ancrer dans l'instant présent. Et on peut même dire la phrase que j'ai mis en gras, de dire, voilà, je suis ici, maintenant et en sécurité. Parce que quand on a ces symptômes du burn-out, ce qu'on cherche dans l'accompagnement à ramener à la personne, c'est vraiment ce sentiment de sécurité. Si on n'a pas le temps de sortir parce qu'on est au bureau, etc., c'est possible de le faire dans un espace. Tout simplement, on est à notre bureau et on repère 3 objets. Tac, tac, on s'ancre, on ferme les yeux, on respire. Si on a une huile essentielle, on peut la mettre sur les poignets. Vous pouvez faire aussi ce qui s'appelle le masque olfactif. Hein, c'est très simple. Je vais le faire avec une huile que j'aime beaucoup qui s'appelle Align. Et en fait, ça, c'est tout simple. Ça, on peut le faire n'importe où. Vous prenez juste une petite goutte dans votre main, comme ça. Hop, 1 ou 2. Et vous venez tout simplement respirer comme ça. Et ça, vous allez faire 1 minute. Et ça, vraiment, c'est un exercice qui ne dure pas longtemps, mais qui est très, très puissant. Parce qu'il faut savoir que les odeurs, au niveau du cerveau, ça met que 30 secondes à se connecter. Donc, c'est hyper rapide. Et donc, si on a une sensation d'anxiété ou même si on sent que le cœur s'accélère ou typiquement, quand je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des crises d'angoisse, mais c'est quelque chose qui prend jamais au bon moment, on ne sait pas pourquoi. Parfois, on ne se sent pas angoissé et d'un coup, il y a la crise d'angoisse qui arrive. Et bien ça, d'aller marcher tout de suite, on donne au corps de la sécurité. On marche, on respire. Et on peut aussi utiliser une huile essentielle qui nous fait du bien pour revenir à l'ici et maintenant et revenir à ce sentiment de sécurité. Et avec les odeurs, on peut vraiment créer des ancrages olfactifs. Donc, c'est-à-dire que quand on va en conscience respirer une huile essentielle pour se dire « Ok, tout va bien, je suis bien, je vais bien », et bien après, on crée cet ancrage et quand on respire l'huile, voilà, naturellement, c'est enregistré dans le corps. Ouais, tout à fait. Moi, c'est quelque chose que je propose en cabinet juste avant un massage. Je fais choisir l'huile essentielle et je le propose en masque. 3 grandes respirations au début et 3 grandes respirations aussi à la fin. Et vraiment, ça permet de se concentrer, enfin de lâcher prise. Ça fait, à chaque fois, j'ai toujours des retours assez qui sont, elles ressentent tout de suite le bien-être arriver en fait. Ouais. Ouais, c'est un exercice qui est super puissant parce que, encore une fois, 30 secondes pour arriver au cerveau, c'est vraiment rapide. Et puis surtout, ça, encore une fois, hein, c'est un sens, l'odorat. Donc, ça permet vraiment de venir disrupter le mental. Notre mental, c'est pas notre ennemi, mais par contre, quand il tourne en boucle, qu'est-ce qui nous fatigue? Donc, l'idée de venir travailler avec les sens, hein, comme le massage, tu le dis si bien, c'est aussi un sens, le sens du toucher. Le toucher, ça ramène aussi énormément de sécurité. C'est pour ça qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui, parfois, sont bloqués dans leurs émotions, etc. Puis ils vont vivre un massage, ils vont ressentir un massage et ils vont se mettre à pleurer parce qu'il y a des émotions qui sortent. Parce que travailler avec les sens, ça vient vraiment disrupter le mental et ça vient travailler en douceur sur la régulation du système nerveux parce que quand on masse, on vient aussi travailler sur le nerf vague. Hein.
Et quand on sent une huile, voilà, et quand on regarde aussi en conscience, hein, c'est pour ça que dans l'exercice d'ancrage de tout à l'heure, il y a aussi la vue, parce qu'en fait, tous nos sens nous aident vraiment à nous ancrer et à ressentir cette sécurité. Donc, vous avez aussi voilà, si vous avez du mal à respirer, etc., voilà, parfois, c'est pas si évident que ça, la respiration, vous pouvez travailler avec une application qui s'appelle Respirelax. Je pense que tu dois la connaître, Angélique aussi. Tu l'as déjà utilisée? Non, moi j'utilisais Petit Petit bambou. Bambou. Ok. C'est ça, oui. Respirelax, c'est vraiment une application pour la cohérence cardiaque, ça s'appelle. Et donc, la cohérence cardiaque, en fait, c'est ça. C'est de la respiration. Et ça aide énormément pour les crises d'angoisse aussi, en partie, parce que justement, ça vient vraiment travailler ici. On visualise une bulle, on inspire, on expire, parfois on bloque. Et pareil, ça vient stimuler le nerf vague. Et donc, quand le nerf vague est stimulé, ça vient créer de la sécurité. Et ça, vous pouvez le faire aussi avec une huile essentielle. C'est très, très puissant. Ça dure 5 minutes. Les premiers, c'est 5 minutes. Après, on peut augmenter les durées, etc. Mais c'est vrai que c'est des petits. Alors souvent, on dit j'ai pas le temps, etc. Mais vraiment, 30 secondes, allez, 1 minute de respiration ou 5 minutes de relax, on peut le faire au bureau, voilà, ou se prendre une petite pause, le faire rapidement. Ça passe inaperçu et ça permet de vraiment gérer les émotions. Parce que c'est pareil, on disait que, effectivement, bien souvent, le burn-out, c'est lié au travail, etc. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a des personnes qui sont très investies. De toute façon, c'est toujours les mêmes profils, hein. C'est souvent des femmes très investies, qui prennent pas de pause, qui s'engagent énormément, qui se mettent la pression, et quelque part, souvent, qui subissent aussi de la pression parce que justement, elles sont performantes et on leur demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et elles veulent réussir. Sauf qu'en fait, elles s'oublient. Donc, 5 minutes pour respirer, en tout cas, ça peut éviter beaucoup de dégâts, entre guillemets, sur notre système nerveux. Et ensuite, vous avez plein d'autres choses. Ça va être tout simplement, voilà, porter son attention lors d'un repas, mastiquer doucement, ne pas regarder d'écran pendant qu'on mange. Voilà, vraiment prendre le temps parce que la nourriture, c'est aussi un signal de sécurité. Vous avez la pyramide de Maslow qui est très intéressante. Vous avez, c'est une pyramide comme ça qui met tous les besoins de l'homme. Et notamment, le premier besoin, la fondation, c'est le besoin de sécurité en ayant voilà, un toit, à manger. Enfin, c'est vraiment les besoins fondamentaux. Ça envoie un signal de sécurité. Tout ce qui va être aussi, voilà, autopression, massage. Donc, on peut venir voilà, masser les bras un peu comme ça. On peut venir masser les épaules ici, la poitrine ici. Il y a pas mal de tension. Si vous voulez essayer de le faire ici, là. On sent qu'il y a pas mal de tension, ça on peut le faire en respirant aussi. Voilà, ici, il y a des petits points de douleur parce qu'on est crispé, parce que voilà, on a tendance à être comme ça. Donc, venir un peu s'étirer, se masser, tout ça, ça va faire du bien. Quand on sent qu'il y a des tensions, voilà, on peut aller apaiser comme ça. Apporter aussi des protéines dans notre alimentation, parce que s'il y a trop de sucre aussi, c'est pareil, ça va venir travailler au niveau du microbiote, c'est pas équilibré, donc ça crée du stress pour l'estomac, pour tous les filtres du corps. Enfin, en fait, c'est vraiment un ensemble hyper complexe, hein, on ne se rend pas compte. Donc voilà, apporter des glucides lents, éviter tous les stimulants. Typiquement, c'est vrai que le café, à peine on est réveillé, c'est pas le meilleur. Je sais qu'on est beaucoup à le faire. Ouais. Voilà. Moi, j'essaye enfin, j'essaye, non, ça y est, ça fait plusieurs mois là où j'ai ma tisane le matin, je prends le temps de prendre ma tisane le matin, de prendre mon petit-déj, de prendre mes compléments alimentaires dont j'ai besoin, et vers 11h, 11h30, mon petit café. Parce que vraiment, au niveau voilà, des intestins, c'est pas bon. Et en plus, le café crée une fatigue, en fait, finalement, bien plus grande que notre fatigue du matin, qui est normale, parce qu'il faut le temps qu'on émerge, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez aussi faire des petits exercices d'écriture. Donc voilà, c'est de dire, tiens, quand je ralentis, qu'est-ce qui me dit mon corps? Donc l'idée, c'est pas d'analyser, c'est juste de ressentir, de se mettre un peu à l'arrêt et de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi là? Est-ce que j'ai mal? Tiens, j'ai mal en fait, j'ai mal au trapèze, j'ai mal à l'épaule. Voilà, de noter un petit peu, de s'observer, en fait, tout simplement. Ouais, de s'écouter. Et vous avez, voilà, plein de petits rituels qui peuvent être faits, hein.
Ça peut être aussi, toi, Angélique, qui est aussi dans les soins esthétiques. Voilà, tout simplement le soir, se masser le visage avec sa crème ou son sérum et de prendre le temps, en fait, de se masser les mâchoires comme ça. Là, souvent, les mâchoires, mâchoires très serrées, parce que toute la journée, on est au taquet, etc. Voilà, d'aller un petit peu ouvrir, les pieds fermer, aussi. Automassage, au niveau des pieds aussi, moi je trouve que ça détend énormément. Puis comme ça permet aussi d'hydrater en fin de journée. Et ouais, il y a plein de petits capteurs, hein. C'est comme dans les mains, les extrémités, en fait, je trouve, c'est hyper apaisant. Ouais. Il y a tous les points de Ouais, il y a plein de réflexologie. Ouais, exactement. Donc voilà, il y a plein de petits rituels que vous pouvez imaginer. On les a pas tous mis parce que je pense qu'on pourrait en faire un e-book complet. Mais en tout cas, ça vous permet en tout cas de mettre ça en place. Et alors, l'idée, surtout quand on vient travailler sur la régulation du système nerveux, etc., c'est pas d'instaurer 14 000 habitudes en même temps. Surtout pas, parce que là, on rentre, on va venir stresser le système nerveux. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, là, pendant un mois, je vais me faire, par exemple, un peu comme ce que j'ai fait, quoi. Je vais me mettre des tisanes au petit-déj. Déjà, si on arrive à faire ça un mois, ça permet de créer des nouveaux circuits neuronaux, en fait, dans le cerveau. Et donc, une fois que je suis habituée à faire ma tisane tous les matins, si le matin, je déjeunais rien ou je déjeunais que du sucre, OK, le mois d'après, peut-être que je vais aller déjeuner de la protéine, je vais me faire des œufs. Mais je mets ça tout doucement en place. Une fois que ça, c'est en place, tiens, je vais tous les soirs ou 3 fois par semaine me masser les pieds avec ma crème hydratante. Mais on ne fait pas tout en même temps. On ne se dit pas, OK, alors demain, c'est tisane, tous les matins, petit déjeuner salé, massage des pieds. Parce qu'en fait, vous allez le faire 2-3 jours, puis il y a un jour, vous allez louper et vous allez dire, oh là là, ça y est, je suis qu'une merde, j'ai pas réussi à tenir le truc, ça va pas du tout. Et en fait, vous allez le lâcher parce que c'est une habitude à la fois. Et ça, c'est hyper important parce que doucement, le corps, le système nerveux, il a besoin que ça aille doucement et parce qu'on crée vraiment des nouveaux circuits dans le cerveau. Et ça, c'est hyper important de le savoir parce qu'en plus, souvent, on se culpabilise de dire, mince, j'ai pas tenu. C'est comme les bonnes résolutions du mois de janvier, quoi. Mince, j'ai pas tenu. Oui, forcément, si j'en ai 15 en même temps, dans une période en plus où il faut être un peu au repos, etc., c'est plus difficile. Donc ça, c'est hyper important de préciser. Vous pouvez choisir là un petit rituel peut-être que vous ne faites pas encore et vous dire, OK, ça, dès demain, allez, je tente. Et si vous loupez un jour, c'est OK. Le principal, en fait, c'est vraiment qu'il y ait une sorte de constance. Donc, si vous loupez un jour, c'est pas grave, mais faites le jour d'après, quoi. Et après, ça va devenir un automatisme. Voilà un petit peu. Et puis, on a fait une petite conclusion, donc que vous pouvez lire tranquillement, parce que je pense qu'on a bien tout résumé. Donc, il y a des solutions qui existent, l'ancrage, les huiles essentielles, les massages. Il y a aussi les cures thermales. Avec Angélique, quand on a préparé cet atelier, on s'est rendu compte qu'à 1 heure de chez nous, je ne sais pas si c'est 1 heure, mais à Saujon, on a une cure thermale qui est spécialisée dans l'anxiété. Donc, c'est assez... Je ne savais pas du tout, moi, qu'il pouvait y avoir des cures. Pour moi, les cures thermales, c'était la peau, l'eczéma, etc. Il y a des cures thermales spécialisées dans l'anxiété, la dépression, le burn-out. Donc, voilà, parce que c'est pareil, l'eau, ça apaise, les soins, on vient travailler sur le corps, etc. Et il y a des psychiatres, c'est ça que tu avais vu aussi, c'était des psychiatres qui suivaient aussi. Tout à fait. Donc voilà, en fait, il y a plein de solutions et on ne les connaît pas toujours. On a trouvé aussi un super site qui s'appelle les Burnettes. Donc, c'est assez rigolo comme nom. Vous donne plein d'informations sur le burn-out. C'est une association, c'est ça? Oui. C'est une association, ouais. Et donc, du coup, ça permet aussi d'être en contact avec des personnes qui ont vécu ça, de créer des groupes de parole. Donc, ça peut être aussi intéressant. Et puis, bien évidemment, ne pas rester seul et se faire accompagner par des professionnels. Parce que sans accompagnement, c'est quand même difficile de se sortir du burn-out. Alors, bien évidemment, j'aimerais ajouter que si, bien sûr, peut-être que votre système nerveux va trouver des solutions pour un petit peu s'en sortir de façon provisoire, mais en fait, ça va faire des rechutes et des rechutes et des rechutes. Et le jour où, à un moment donné, il n'y aura plus de solution et c'est un peu de la réparation, etc., malheureusement, ça va être hyper dur et ça va être vraiment soudain. Le corps, il va dire stop, il va lâcher. Et là, c'est plusieurs mois quand même de récupération. Voilà.
Donc, l'idée, c'est vraiment de se faire accompagner dès qu'on a quelques symptômes, dès qu'on ressent que là, on est trop à fond, on est trop et que voilà, il y a des symptômes au niveau du corps. C'est hyper important de s'écouter et voilà, et de se Ouais. prendre en main parce que c'est votre santé. Et si vous avez aussi, voilà, pour celles qui sont mamans ou pour les papas, ben voilà, on n'est pas seul dans la famille, donc c'est important de prendre soin de soi. Tout à fait, ouais, ouais. Il faut aller consulter un médecin et puis, suivant, voilà, de compléter avec tout ce que, bah, tout ce qu'on vous a dit, c'est important aussi. Il y Et a puis des il y a une solutions, ça. heu, médicamenteuses, mais il y a les solutions naturelles aussi Mmh. et puis simples à mettre en place, voilà. Et Même puis il y si a c'est une pas pardon. non, je t'en prie. Même si c'est pas fait tous les jours, voilà, sans pression, bah, petit à petit, voilà, vous y arriverez. Mmh. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a une vie après le burn-out. Parce que c'est vrai que quand on Oui. est dedans, quand on le traverse, on se dit: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Enfin, moi personnellement, à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait là, je me reconnais pas. Je ne sais pas qui est cette personne». Dans le burn-out, on peut aussi avoir ce qu'on appelle la dissociation. La Mmh. dissociation, c'est vraiment un moment de flou. Mais voilà, on se reconnaît plus, le corps il change aussi. Et donc, enfin, c'est vrai que moi, je me dis, j'ai détecté mon burn-out grâce à ma médecin traitant, qui m'a vraiment clairement posé le diagnostic. Alors, elle m'a dit, voilà, là, vous êtes en burn-in, mais là, vous êtes vraiment à la frontière du burn-out, donc on s'arrête tout de suite. Euh, et en fait, quand je me suis renseignée, quand je me suis fait accompagner, etc., et ben, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, c'est pas la première fois que je suis dans cet état-là. Mmh. Ça fait longtemps que enfin, voilà, j'ai eu une pause, bah, forcément avec le deuil enfin, le décès de ma fille, j'ai eu une pause sans travail pendant 9 mois où, bah, j'ai ralenti en fait naturellement, hein. J'ai ralenti, voilà, j'ai pris soin de moi et cetera. Puis après, j'ai dû reprendre le travail, 9 mois après son décès parce que, bah, j'ai reçu une fiche de paye à 0 € de mon employeur, donc ça m'a immédiatement déclenché un sentiment, d'insécurité et de stress pas possible. Donc je me suis dit: «OK, bah, pas le choix, là, je j'ai pas le temps de chercher un autre travail, je n'ai pas envie de chercher un autre travail, donc je reprends ce travail-là, j'ai un bon salaire, etc., etc.» Mais résultat, ben, 10 mois après avoir repris, burn-in direct. Parce qu'en fait, c'était pas quelque chose d'inconnu pour mon corps. Pendant 9 mois, il avait connu un petit peu ce repos et cette régulation naturelle, parce que de toute façon, enfin bon, ça n'avait pas du tout aidé mon burn-out, mais en tout cas, j'avais vraiment Mmh. ralenti. Et c'est vrai que voilà, si on le traite pas, ben, ça revient malheureusement. Et donc, il y a une vie. Pourquoi je dis il y a une vie après le burn-out? Bah, parce que quelque part, oui, il y a des choses qu'on fait plus comme avant. On a des alertes aussi de sécurité. Le corps, comme je disais, hein, le corps, ça s'imprime. Donc, le corps va venir, oula, donner une alerte. Une petite crise d'angoisse qui revient. Ouh là là. Donc là, on fait attention. Il y a quelque chose, je suis allée trop, j'ai trop forcé, etc. Donc, on s'écoute beaucoup plus. Et justement, comme tu disais, Angélique, on a aussi des réflexes de prévention et des outils et des exercices Mmh. pour ne pas retomber dedans. Mais il y a vraiment une vie après le burn-out. Et si je vais parler de mon expérience personnelle, beaucoup plus en connexion avec soi-même, en fait, avec l'intelligence du vivant qu'on a en soi-même. Et voilà, et moi, personnellement, pour rien au monde, je reviendrai euh, dans ce système de voilà, être tout le temps à fond sur tout parce qu'on a dit qu'il fallait que ce soit comme ça, etc. Voilà. Donc parfois, un burn-out, c'est aussi, alors je ne vous souhaite pas de le vivre, mais et souvent, enfin en tout cas dans les témoignages qu'on peut voir aussi, hein, mais c'est presque salvateur et c'est souvent Mmh. révélateur d'un changement de vie Ouais, beaucoup plus positif aussi parce qu'on revient à s'écouter. tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie d'ouvrir vos micros? Est-ce que vous voulez écrire dans le chat? Est-ce que vous avez des commentaires, des expériences à partager? Est-ce que certaines d'entre vous se sont peut-être reconnues dans les symptômes ou peut-être font des exercices qui les aident? Si vous avez envie de partager ça au groupe, je pense que ça peut être aussi intéressant. Vous mettez des pouces, mais vous voulez dire des choses? Allez-y, ouvrez le micro, hein.
Allez, Pascal. Moi, en tout cas, je voulais dire un petit aparté que c'était la première fois que je faisais une masterclass. J'étais un petit peu stressée. Je sais pas si ça s'est vu, mais bon, voilà. C'était le stress positif. Bravo pour cette Je, sortie de je zone de dormirai, je confort. dormirai bien ce soir. Pas de questions, les filles? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Non, pas directement. Alors, merci déjà. Et puis, bravo pour Angélique, là, quand même. Faut encourager quand même. Non, rien à ajouter. Alors, c'est pas une découverte. Bon, déjà, pour avoir été confrontée plus ou moins à des cas de burn-out dans mon entourage, c'est pas une découverte. Ça renforce en tout cas le message qu'il faut savoir s'écouter. Bon, après, c'est vrai que j'aimerais aller un petit peu plus loin, par exemple, notamment autour des huiles, lesquelles aujourd'hui, alors peut-être parce que je ne les connais pas encore toutes bien, mais lesquelles favorisent, je dirais, lesquelles à favoriser justement dans ces petits rituels pour amener cet apaisement, cette relaxation, celles qui vont pouvoir effectivement nous faire cheminer vers faire baisser ce niveau de stress. Ça, c'est peut-être une des questions que j'aurais envie de poser. C'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai pris le parti de ne pas forcément donner les huiles. Tu vois, je suis partie sur les familles d'odeurs volontairement parce que, alors ça, c'est vraiment ma formation autant en aroma classique qu'en olfactothérapie. On ne peut pas. Alors, bien évidemment, il y a des huiles qui vont servir pour telle problématique, mais on ne peut pas dire, voilà, prends cette huile et ça va t'aider pour l'anxiété. Typiquement, c'est le cas avec la lavande. Pour moi, ça me fait rire. À chaque fois, je dis, c'est un peu l'aromathérapie de comptoir. Ah oui, ben, prends la lavande, tu vas bien dormir. Prends la lavande, ça t'apaise, etc. Mais si toi, tu n'aimes pas la lavande, ça ne va pas t'apaiser du tout. Donc, l'idée, effectivement, et je te remercie de poser cette question-là, c'est vraiment d'aller creuser avec la personne quelles sont les émotions qu'elle ressent. Tu vois, vraiment aller chercher dans le côté émotion. Quels sont les symptômes physiques? Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, voilà, quelqu'un qui va dire, moi, je ressens beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, j'ai un passé compliqué, etc. Il faut vraiment quand même prendre dans l'intégralité. Pourquoi pas aller travailler avec le copay-bas, tu vois. Mais tu pourrais aussi aller travailler avec la synergie PIS, parce que ça va vraiment venir apaiser, tu vois. Tu peux, si la personne, elle dort pas bien, elle a le mental qui tourne en rond, etc., tu vas pouvoir travailler avec Serenity. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de faire un bilan complet de la personne, comment elle se sent au niveau émotionnel, un petit peu son passé aussi, son présent. Quand est-ce que ça se manifeste aussi? Par exemple, si on reste sur le côté crise d'angoisse, parce qu'on va dire que c'est quand même quelque chose qui est assez connu, à quel moment ça se manifeste? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est souvent le matin? Enfin voilà. Connaître aussi un petit peu, mine de rien, son alimentation, même si on n'est pas experte en nutrition, mais voilà, avec des bonnes bases, on peut aussi donner des pistes là-dessus. Et aussi, si possible, lui permettre de sentir aussi les odeurs. Parce que c'est pareil, si Serenity le soir, l'odeur insupportable parce que, voilà, au niveau en tout cas de l'olfaction et des huiles essentielles, il y a aussi une partie vibratoire. Et parfois, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à travailler avec certaines huiles. Je vais donner un exemple. L'ylang-ylang. C'est une huile qui est très, 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 très puissante pour venir calmer le système nerveux. Sauf que l'ylang-ylang, c'est une huile qui est associée au niveau du chakra sacré. Et pour des personnes, par exemple, qui ont des traumas sexuels qui soient arrivés dans l'enfance ou des traumas génicaux, etc., ça peut être insupportable comme odeur parce que ça vient trop brasser au niveau du chakra sacré qui est lié à la sexualité, etc. Donc, tu vois, là, je pars un petit peu loin, mais parce que ça, c'est vraiment dans la partie olfacto-énergétique. Mais on ne peut pas juste dire, OK, l'ylang-ylang, ça apaise le système nerveux, donc go, travaille avec.
Parce que alors si ça fait du bien à la personne, oui, au niveau de l'odeur, si elle trouve que c'est agréable, mais si elle trouve que c'est désagréable, non. Parce que du coup, on va forcer une libération émotionnelle qui n'est pas forcément bonne et qu'on ne saura pas forcément gérer non plus. Ouais, c'est Donc, il y a intéressant. un équilibre en fait à trouver entre les symptômes de la personne, les huiles, les familles aussi d'huiles essentielles, ce que ça va venir travailler. Parce que tu vois, par exemple, une femme qui a toujours été forte, à tout porter, tu vois, dans ce côté un peu yang, etc. Tu vas lui sortir du jasmin, de la rose, parce qu'elle a besoin de douceur, etc. Mais potentiellement, au début, elle va dire, j'aime pas. Parce que c'est trop de douceur d'un coup, c'est trop de, tu vois. Il faut aussi y aller tout doucement. Encore une fois, ce qu'on cherche, c'est vraiment ramener de la sécurité. Et la sécurité, c'est pas passer du tout, enfin, d'un extrême à l'autre, en fait. Et donc, ça va passer par, OK, peut-être qu'on va aller tout doucement travailler avec les agrumes. On va venir au niveau du troisième chakra, travailler sur l'ouverture, venir détendre le plexus. Ici aussi, vous avez le plexus solaire ici. Vous voyez, si vous appuyez dessus, potentiellement, ça peut faire un peu mal, ça peut être un peu chargé. Ça, c'est quelque chose aussi, vous pouvez masser le soir un petit peu ici. Parce que là, c'est un peu ce qu'on appelle la poubelle émotionnelle à cet endroit-là. Donc, on peut venir travailler ici en douceur. Et pourquoi pas y appliquer des huiles, etc. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que les odeurs, potentiellement, elles évoluent aussi. La rose qu'on supportait peut-être pas au début, après avoir travaillé avec la bergamote, avec peut-être l'orange douce, le copaiba, eh bien, la rose va devenir plus agréable. En fait, on libère des couches tout doucement, et c'est important d'y aller tranquillement. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, merci Charlène. Oui, effectivement, il y a cet exercice, il faut arriver à accompagner les personnes et effectivement, c'est top de pouvoir leur faire sentir parce que je suppose que naturellement, comme tu dis, tu réagis à l'huile et ça, c'est souvent, c'est fonction de ce que tu as besoin, quoi. Exactement. Exactement. Et en fait, justement, en olfactothérapie, si tu veux, une odeur que tu aimes, c'est un peu une odeur doudou. C'est-à-dire que c'est l'odeur qui va te faire du bien. Ça correspond à ton énergie. En fait, c'est une béquille émotionnelle. Tu vois, c'est vraiment l'odeur. Quand quelqu'un te dit ah, j'adore cette odeur, c'est cool, elle peut travailler avec, etc. Mais potentiellement, en creusant aussi, ça va venir lâcher des petites choses. Et quand c'est une odeur, ah non, mais c'est insupportable, c'est une odeur avec laquelle, alors bien sûr, comme encore une fois, on ne force jamais la libération émotionnelle parce que derrière, il faut pouvoir accompagner la personne. On ne peut pas juste, comme je dis, y aller franco et ouvrir le truc et se dire, ah oui, en fait, et refermer, ça ne marche pas comme ça. Une fois que c'est ouvert, faut pouvoir gérer derrière. Mais une odeur non aimée, souvent, ça vient vraiment lâcher des émotions, raviver peut-être un souvenir ou raviver une douleur dans le corps, etc. Et moi, je conseille de ne pas travailler avec les odeurs non aimées si on n'est pas formé, parce que ça peut être compliqué pour la personne et du coup pour vous aussi, parce que la personne peut dire, mais attends, elle m'a fait sentir une huile là, que j'aimais pas du tout et depuis, je vais pas bien. Parce qu'on n'aura pas été au bout de la libération. Ouais. Donc, c'est pour ça que je conseille quand même, quand on travaille sur le côté émotion, c'est de faire sentir les huiles pour être sûr que c'est OK avec la personne. Et si jamais, au début, elle aime bien l'huile, elle travaille avec, et à un moment donné, elle dit, en fait, je sais pas, j'aime plus l'huile, c'est OK. Tu arrêtes de la sentir, tu passes à une autre huile où tu fais rien pendant quelques jours, tu vas marcher, tu respires, et tu y reviens quelques semaines après et tu vois si c'est agréable ou pas agréable. Parce que les odeurs peuvent évoluer aussi selon ce qu'on vient lâcher, libérer, etc. Parce que ça travaille, ça travaille au niveau énergétique en fait. Clairement, quand on met une huile essentielle sur la peau, il y a des personnes qui disent oui, il faut y croire. C'est faux. Il ne faut pas y croire. Ça agit. C'est comme si on disait tu mets une goutte d'eau de Javel sur un tissu, ça devient blanc, il faut y croire. Non, en fait. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'agit pas. Donc voilà, donc il faut faire attention et être bien à l'écoute et être dans le suivi, en tout cas quand on accompagne sur ce côté émotionnel, parce que ça peut vite évoluer avec une odeur, puisque ça vient travailler sur l'énergie aussi de la personne, ça vient libérer des choses au niveau des chakras, etc. Ouais, c'est passionnant, hein. Ouais, c'est chouette.
Merci, Charlène. Ouais, c'est chouette. Plaisir. Avec plaisir. Ah ouais, Pamela qui nous dit, moi qui vis un burn-out actuellement, mais qui ne voulait pas l'accepter. Je commence à prendre en compte et surtout à m'écouter. Ouais, mais c'est ça en fait. Et Pamela, honnêtement, tu n'es pas la seule personne en fait, à pas se rendre compte qu'on est dans un burn-out parce qu'on est aussi dans une société où tout va très vite. Tout va trop vite, beaucoup trop vite. Même, enfin voilà, les écrans, quand on le voit hein, pour les enfants, aujourd'hui, ils le disent quoi. Les dessins animés qui sont proposés aux enfants, c'est des images hyper rapides. Donc pour leur cerveau, ça vient leur générer vachement de stress. Tout est fait en fait pour que quelque part on soit une société stressée. Hein. Ouais. Et la société fait qu'on est toujours dans un monde où on doit sans cesse se renouveler, acheter, produire. On s'arrête dans la peur du jamais. manque. Ouais, exactement. Alors qu'en fait, tout ça, finalement, la société nous fait créer des besoins auxquels Et des peurs. on n'a pas besoin en fait. Donc, et avoir des peurs non-stop, ouais. Faut ralentir et ouais, faut se poser. C'est ça. Et se dire que voilà, c'est OK. Et puis l'acceptation, elle se fait petit à petit. Comme je disais, un burn-out, ça change quand même la personne qu'on est au moment où on le vit. Mélanie aussi disait, voilà, pour en avoir vécu un, je me reconnais dans ce qu'on explique. Et ouais, moi aussi, j'aurais adoré avoir ces outils à l'époque. Moi aussi. Parce qu'en fait, c'est tellement dommage de laisser les gens pendant 2-3 ans à galérer à s'en remettre, à partir sur 1 an. Alors, c'est très bien, hein, comme tu le disais aussi, Angélique, parfois il y a besoin des médicaments, mais si on est 1 an sous antidépresseur, après il faut avoir le sevrage. Ouais. Moi, je sais que j'ai toujours refusé ça parce que je ne suis pas du tout médicament de base, alors sauf si j'ai besoin, bien évidemment, d'en prendre, mais en tout cas, ça, c'était vraiment un truc qui me faisait presque très, très peur. Donc, j'en ai jamais pris, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, en tout cas, j'ai des personnes qui vont les prendre et c'est très dur de sevrer, c'est très dur de s'y accoutumer aussi au début, ça prend 3 semaines, 1 mois, donc c'est des périodes hyper lourdes. Donc ouais, c'est sûr que c'est pour ça aussi qu'il est né cet atelier. Donc c'est quelque chose aussi qu'on va faire en présentiel à Niort le 3 mars. Parce qu'en fait, c'est de la prévention, mais c'est aussi de l'information. Parce que finalement, on entend énormément parler de burn-out, mais il y a peu de gens qui savent vraiment ce que c'est. Même moi, quand j'entendais parler de burn-out, je me disais, oui, c'est ces gens qui en entreprise sont en arrêt maladie depuis 3-4 mois, ils sont en burn-out, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont en fait. C'est pas vraiment ce que c'est. Et du coup, on n'écoute pas nos propres symptômes, en fait. Ouais, puis c'est une maladie mentale qui du coup, elle se voit pas, c'est presque invisible. Donc, oui, c'est comme un handicap invisible, ouais, tout à fait. Oui. Et du coup, pendant les rencontres du burn-out, pendant cet atelier, on va décrire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ce soir, et puis apporter d'autres solutions aussi, voilà, des créations d'un roll-on. Tout à fait. Et là, on aura les personnes en face de nous, donc ce qui va être chouette, c'est qu'effectivement, elles pourront choisir leurs huiles et créer un roll-on. On va vraiment écouter aussi leurs besoins et pouvoir les conseiller, justement, Pascal, aussi, de dire, voilà, peut-être toi, tu vas plus partir sur telle odeur, mélanger telle huile, c'est beaucoup plus simple d'avoir la personne en face de soi. Après, il y a un super livre aussi qui s'appelle Émotions essentielles, Pascal, je ne sais pas si tu le connais, qui va beaucoup t'aider aussi à aller regarder un petit peu justement une fois que la personne, tu auras bien eu son bilan, comment ça se passe pour elle, etc. Tu vas pouvoir un petit peu te regarder dans le sommaire, soit au niveau des émotions, soit au niveau des huiles et voir si ça match. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est, tu vois, leur envoyer la photo aussi de l'huile en question et dire, OK, est-ce que ça, par exemple, je sais pas, moi, il y a 3-4 huiles qu'ils ont bien aimées ou 3-4 huiles auxquelles je pense, je leur envoie les descriptions et je dis, OK, lequel te parle le plus? Celui-là et celui-là. Et il faut aller travailler avec ces huiles. Oui, alors je l'ai fait ça, justement, sur une personne qui sort d'une dépression. Où justement j'hésitais entre un console parce que je savais qu'il y avait quand même un problème de deuil
entre le console, j'avais proposé le forgive et le cheer. Et je lui ai carrément donné les descriptions. Et j'ai dit, bon, moi, selon moi, j'irai plutôt vers là. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et après, à la maison, moi, je lui ai fait sentir le cheer puisque j'avais que celui-là. Et elle m'a dit, oui, je pars là-dessus. Et bon, après, voilà, j'ai dit, au pire, si jamais, on reviendra sur une autre. Mais déjà, ça peut pas te faire de mal, quoi. Trop bien. Est-ce qu'il y a une autre question qui découle de cet échange? Ou est-ce que tout est bon pour vous? En tout cas, on était super contente d'animer cette présentation. Merci Angélique d'avoir fait ta première avec moi. Très honorée. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour toutes tes recherches sur les chiffres. Moi, c'est vrai que c'est la partie qui me barbe un peu plus. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ça. Parce que c'est hyper important, en fait, aussi d'avoir du concret. Ouais. Oui, les chiffres, ça parle d'eux-mêmes. Complètement. Après, oui, voilà, c'est ça, comme tu disais au début, ça peut être, c'est un peu faussé. Je pense que c'est bien au-delà de. Oui, c'est plus le côté, comme on disait, visible. De l'iceberg. Ouais, exactement. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a beaucoup apprécié ce moment avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée et puis à bientôt. Et n'hésitez pas à partager ce replay si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes et en tout cas les aider. On vous l'enverra aussi, comme ça vous aurez les petits rituels si jamais vous voulez les revoir. Merci. Très bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.